Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la robe. C'est la fin de la saison et je suis très heureuse de recevoir Rémi Laurin aujourd'hui. Rémi, bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes ce qu'on appelle un avocat à la trajectoire fulgurante, enfin en tout cas c'est souvent ce qu'on dit de vous. Vous avez prêté serment en 2012, vous êtes un peu essayé au MNM, mais très rapidement dans votre carrière, vous avez décidé d'embrasser le pénal et le pénal des affaires. Donc vous avez combien de barres là à peu près? Là, 14 ans 14 de ans. barreau. Avec déjà à votre actif des affaires médiatiques, des affaires importantes. Vous défendez à la fois des politiques, on en parlera tout à l'heure, mais vous avez notamment défendu Éric Dupond-Moretti ou Michel Alliot. Vous défendez des entreprises, vous avez défendu des hauts fonctionnaires. Voilà, vous avez une pratique particulièrement variée. La première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi le pénal ? Le pénal, alors déjà, pourquoi le droit? Parce que effectivement, on peut se dire, dans un parcours notamment d'étudiant, avant de devenir avocat, pourquoi le droit? Le droit, c'est pour moi un raisonnement mathématique dans une forme littéraire, et donc j'ai été attiré par cette ambivalence, par ce mixte des deux matières. Un raisonnement mathématique dans une forme littéraire. Ouais, pour moi, c'est vraiment la définition du droit. Et ensuite, le pénal, parce qu'il y a une sorte de confrontation avec une norme un peu abstraite et une très grande violence de son application, concrètement. Et très rapidement, ça m'a attiré. En troisième année de droit, j'avais vu un reportage sur la conférence du barreau de Paris qui était diffusé sur France Télévisions. Donc c'est un célèbre concours de plaidoirie qui fait. ensuite donne l'occasion aux gagnants pendant un an de se voir réserver les plus grands dossiers de commission d'office. Exactement, 12 avocats sélectionnés par an pour être commis d'office pendant un an dans les affaires criminelles les plus graves. Qui est une véritable institution qui date de... Et qui est une véritable institution Napoléon. Ah oui, depuis Napoléon. Voilà. Et donc pendant un an, on est commis d'office. Et donc j'avais trouvé ce reportage très intéressant, ça m'avait beaucoup attiré. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai été attiré vers le droit pénal. Est-ce que dès le départ, vous aviez une figure, quelqu'un qui pour vous incarnait cette profession, que vous aviez en tête dans votre jeunesse ou dans votre étude ? Plusieurs figures. Pour moi, les grandes figures d'avocats étaient Jean-Michel Darrois, Hervé Temim, Patrick Maisonneuve, Henri Leclerc. Je pourrais continuer encore la liste. Donc oui, je lisais les portraits d'avocats en fac de droit comme on lit des bons romans, quoi. Oui. Oui, vous étiez déjà un passionné avant de... J'avais une envie assez brûlante assez de connaître plein de gens et plein de choses. Donc oui. Donc vous faites du pénal, vous faites surtout du pénal des affaires aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a amené à peut-être faire un peu moins de pénal général ? Qu'est-ce que vous préférez entre les deux ? J'ai commencé en fusion-acquisition. Ensuite, grâce au concours dont on parlait, à savoir le concours de la conférence, j'ai bifurqué vers le pénal. Et naturellement, ça s'est fait, le mix des deux, pénal des affaires. Et je suis rentré à ce moment-là, en fin de conférence, au cabinet Darrois. On est en janvier 2014. Et à ce moment-là, se crée le département de pénal des affaires. Et donc, je vais vraiment tomber amoureux de cette matière. Donc, je vais rester exclusivement en pénal des affaires. Je fais très peu de pénal général, très peu. Donc, c'est une occasion dans votre parcours qui vous a plutôt amené là. Donc, c'est parfois aussi le résultat de la chance, ou en tout cas d'opportunités. Vous n'aviez pas forcément... Non. Et le pénal des affaires, vous en connaissez les spécificités. On est sur de la construction très intellectuelle par rapport au pénal général où on est plutôt sur des pièces matérielles. En pénal général, vous avez un corps, du sang, un ADN, une caméra de vidéosurveillance. En pénal des affaires, on est sur une dimension probatoire beaucoup plus légère, beaucoup plus intellectuelle. On établit des liens de causalité, parfois erronés d'un point de vue de l'autorité de poursuite, qu'il faut corriger, nous, d'un point de vue des avocats de la défense. Et donc cette performance, entre guillemets, ce combat, m'a vraiment beaucoup attiré et je suis vraiment tombé amoureux de ça. Ouais. Là, on voit peut-être un peu plus votre côté mathématique dans une profession littéraire, parce qu'il y a un peu de chiffres quand même. Oui, il y a du chiffre. Et le droit, ça n'est ni plus ni moins qu'un théorème qu'on applique à un cas d'espèce. Dans l'une des affaires sur lesquelles vous avez eu l'occasion d'intervenir, vous avez donc défendu Dupond-Moretti, qui était à l'époque garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République, qui est une juridiction d'exception. Qu'est-ce que vous retenez de cette affaire ?
Alors, c'était déjà assez particulier pour moi. J'avais 12 ans de barreau. Au moment de l'audience, on arrive dans cette grande salle qui est la première salle de la Cour d'appel de Paris, là où j'avais précisément prêté serment, 12 ans auparavant. Et c'est une affaire où vous touchez du doigt l'infini judiciaire, dans la mesure où vous avez le plus haut magistrat de France, Rémi Hetz, qui poursuit le ministre de la Justice en exercice, avec députés et sénateurs qui font partie de la Cour de justice de la République. Et donc vous êtes à l'intersection des trois autorités et pouvoirs, législatifs, parce qu'ils siègent, exécutif parce que vous le représentez, le ministre de la Justice, et puis judiciaire, puisque le plus haut magistrat poursuivait l'actuel ministre de la Justice. Donc j'en garde un souvenir assez vertigineux, même si très rapidement, notre mantra avec Jacqueline Lafont, qui représentait également Éric Dupond-Moretti à mes côtés, c'était de se dire que certes c'est un procès hors norme, mais il ne doit pas être hors des normes. Autrement dit, vous l'avez dit, la CJR, la Cour de justice de la République, c'est une juridiction d'exception, mais elle ne doit pas rendre de décision d'exception. Et est-ce que vous pensez que de ce point de vue-là, le processus judiciaire s'est passé correctement? Il s'est passé correctement. Pour moi, jamais aucune poursuite n'aurait dû même débuter contre Éric Dupond-Moretti. Donc, le correct, oui, chacun a sa définition. Bien sûr. En tous les cas, l'audience s'est déroulée 2 semaines où plusieurs anciens ministres sont venus à la barre, anciens hauts magistrats. Et très rapidement, on a vu chez les uns et chez les autres que la vérité pouvait émerger. Et Jacqueline et moi, au moment des plaidoiries, on a vu que le raisonnement, de toute façon, de l'autorité de poursuite, on était convaincus dès le premier jour, ne tenait pas une seule seconde. Non, mais je vous posais la question parce que c'est quand même plutôt, d'un point de vue de fonctionnement d'une démocratie, c'est plutôt une chose heureuse que de se dire qu'une juridiction d'exception qui réunit des personnalités aussi importantes et bien fonctionner, parce que la justice, et on en reparlera plus tard, est souvent critiquée. C'est pour ça que je vous demandais votre regard sur ce fonctionnement. Il y avait un autre procès sur lequel je voulais revenir avec vous, qui est plus récent, qui est un procès dans lequel vous avez défendu Olivier Pardoe, qui est l'un de vos confrères. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quel était le sujet et Bien ensuite on abordera le... En effet, une audience qui s'est tenue sur 3 semaines l'année dernière, un délibéré qui date d'il y a quelques semaines, où j'ai défendu aux côtés de Richard Malka notre confrère Olivier Pardoe. Il s'agissait d'un contrat très très vieux de 92 entre Total Energy, Feu, Elf et 2 régions russes. Et il se trouve que sur la base de ce contrat, Olivier Pardoe a engagé un arbitrage. Et il se trouve que Total Energy a déposé une plainte pour tentative d'escroquerie à l'arbitrage. L'enjeu était d'environ 22 milliards d'euros. Sur cette base, le tribunal correctionnel de Nanterre, après 3 semaines d'audience, 9h, 21h, des débats très animés, a délibéré et a rappelé une chose essentielle, qui est que l'action en justice menée par un avocat, même vouée à l'échec, même la plus intrépide qui soit, ne peut jamais constituer une fraude, ne peut jamais être un élément constitutif d'une tentative d'escroquerie. Au pire, elle est dilatoire. Au pire, elle peut être dilatoire. Elle peut être mal fondée. En droit de la presse, il y a tous les jours des juridictions qui prononcent des actions irrecevables, mal fondées, etc. Mais jamais ça ne peut constituer un élément constitutif de la fraude ou du moins d'une tentative d'escroquerie. Donc c'est un rappel heureux de la part du tribunal de Nanterre. 14 ans d'instruction, donc très très long. 14 ans avec cette épée de Damoclès pour notre confrère et pour d'autres personnes qui étaient également impliquées dans ce dossier. Donc on est content d'avoir réussi à faire voir le dossier d'une autre façon. Vous savez, il faut quand même des boussoles intérieures assez fortes pour les magistrats qui arrivent au terme d'un processus judiciaire qui a duré plus de 10 ans. Et de finalement pas dire le contraire, parce qu'on est à des étapes différentes de la procédure pénale, mais dans tous les cas de prononcer une relaxe sèche comme elle a été prononcée. Ce dossier, il est symbolique aussi parce qu'il s'inscrit dans plusieurs affaires qui ont mis en cause le recours à l'arbitrage. On pense notamment à l'arbitrage tapis. L'arbitrage, c'est une procédure qui est d'exception, j'allais dire en tout cas, oui, qui est en dehors du processus judiciaire traditionnel. Je vais vous poser une question que vous avez peut-être trouvée caricaturale, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un problème avec l'arbitrage ? Ah non, il n'y a pas de problème en tant que tel avec l'arbitrage.
Il est certain que c'est une autre manière de rendre la justice, puisque les arbitres sont rémunérés de manière ad hoc, pour un litige en particulier, contrairement aux magistrats, qui sont rémunérés habituellement, tous les mois, avec un avancement. Donc non, c'est une autre manière de rendre la justice, mais je ne vois pas du tout d'anormalité qui serait inhérente à la façon de régler les litiges. A priori, pour vous, les suspicions qu'il peut y avoir vis-à-vis d'une justice qui est plutôt identifiée comme une justice d'affaires et une justice privée ne vous semblent pas justifiées? Non, mais c'est parfois les écueils de la justice traditionnelle qui justifient aussi le recours à l'arbitrage. L'arbitrage peut rendre des décisions peut-être plus rapidement, de manière parfois plus approfondie, avec des experts de certains domaines, là où les juridictions, même si elles ont une tendance à la spécialisation, parfois sont plus génériques dans leur manière d'approcher les choses. Donc non, je vois deux manières différentes et complémentaires d'approcher les litiges, mais pas d'anormalité comme ça intrinsèque. On va passer au moment de cette émission qui est un moment récurrent, qui est le moment où je vous pose la question de votre robe qui est derrière vous et de ce qu'elle représente pour vous. Pour vous, c'est quoi la robe d'avocat ? Alors, cette robe-là, elle représente beaucoup dans la mesure où c'est celle avec laquelle j'ai prêté serment en janvier 2012, vous en avez parlé, celle avec laquelle ensuite j'ai passé le concours de la conférence, celle avec laquelle j'ai fait mes premières permanences pénales, et celle qui m'a accompagné dans mes premiers procès, mes premières défaites, mes premières victoires, mes doutes, mes incertitudes. Donc évidemment, elle représente beaucoup. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, mon objectif, quand je la mets sur les épaules, par définition, c'est que je vais parler à des magistrats. Vous la mettez pas dans un commissariat de police, vous la mettez dans un cabinet de juge d'instruction ou vous la mettez en audience. Et mon objectif est de faire oublier aux magistrats que je porte cette robe. Quand je prends la parole devant un tribunal correctionnel, je veux qu'ils oublient que ce soit l'avocat qui parle. Je veux qu'ils aient l'impression que ce soit un ami, un membre de leur famille, et que c'est comme si on était dans un restaurant ou au café et que j'étais en train de leur expliquer de manière la plus simple possible, la plus naturelle qu'il soit, le dossier et les arguments juridiques. C'est intéressant ce que vous dites parce que on a l'impression que, parce que vous parlez un peu d'intimité, voilà, vous souhaitez que le juge ait l'impression de parler à un ami ou un membre de sa famille. Est-ce que vous pensez que ça c'est la clé du bon plaidoirie, c'est d'installer une intimité dans le propos, dans les échanges? Oui, parce que l'intimité recoupe le naturel. Et au final, j'ai tendance toujours à dire que ça demande un travail énorme que de devenir naturel. Alors je sais, c'est deux choses qui normalement sont frontales. Mais on apprend à travers des concours de plaidoirie, ensuite lors de nos premiers procès, à essayer de parler plutôt que de plaider. Plaider, pour moi, déjà, c'est un mot. J'aimerais bien qu'on se dise « Ah, il m'a parlé, il m'a fait réfléchir. Il a finalement pas tant cherché de ça à faire des effets de manche, me convaincre avec des choses trop visibles. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans le ressort de l'intime. Si on sort du côté artificiel, on est plus convaincant. Exactement. Ouais, c'est pour moi la clé d'une bonne plaidoirie, elle est là. L'avocat pénaliste, il est là pour réfréner des excès de l'autorité de poursuite. Donc, des excès d'interprétation, des excès de qualification, des excès de répression. De la même manière, parfois, que le ministère public voit des infractions partout, où la défense peut avoir tendance à voir des relax partout. Et donc, le juge du siège est là pour trancher. Et c'est pour ça qu'il faut lui parler de la façon la plus naturelle et l'amener à réfléchir peut-être d'une autre manière, parce qu'à ce moment-là, il a déjà un avis, dans un sens ou dans un autre, du dossier, mais à lui dire, regarde peut-être à nouveau nos conclusions de relax, regarde peut-être à nouveau nos conclusions quand on est partie civile, de partie civile, et peut-être que tu changeras d'avis par rapport à la vie que tu as actuellement. Dans votre carrière, vous avez notamment eu le temps de publier un ouvrage que vous avez appelé, j'imagine, avec un peu d'humour, Nullitator, qui est un recueil de nullités. C'est, je crois, les 600 nullités qui sont efficaces en matière de procédure. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel point la procédure est quelque chose d'important, et est-ce que vous considérez que c'est une façon plus ou moins habile ou plus ou moins légitime de gagner, de gagner un procès? De gagner un procès, c'est pas mon objectif quand je soulève une nullité, c'est d'essayer de garantir les droits et libertés. Donc si le résultat c'est qu'on gagne le procès, tant mieux. Mais c'est pas l'objectif. À ce moment-là, c'est qu'un droit ou une liberté a été violé, et donc c'est un simple rappel à la règle. L'ouvrage, il a été rédigé autant pour les avocats que pour les officiers de police judiciaire, que pour les juges d'instruction. Je vais dans certains offices ou commissariats ou certains cabinets de juges d'instruction. J'ai
pu voir derrière le nullitator. Et ça vous a fait quoi? J'étais très heureux de voir qu'ils étaient garants des libertés. Et donc, quand on a sorti cet ouvrage avec Léon Delforno, qui est devenu par la suite mon associé aujourd'hui chez Temim, quand on l'a sorti en juin 2021, il avait vocation à ce que tout le monde s'en empare. Et je pense que l'objectif a été réussi. Moi, quand un défaut de droit au silence, par exemple, a lieu en garde à vue, je me dis pas, chouette, je vais faire sauter la garde à vue. Je me dis, bah mince, un droit n'a pas été notifié à mon client. Donc ce qu'on comprend quand même, et je pense que c'est parfois important que vous puissiez le dire, c'est qu'il y a des positions de principe. Vous n'êtes pas là, votre métier ne consiste pas qu'à obtenir des résultats. Vous avez des positions de principe. On a des positions de principe, mais si, l'objectif final, c'est d'avoir le meilleur résultat pour le client, attention. Quel qu'il soit, que ce soit par recours à la procédure, recours au droit pénal de fond. Moi, je plaide un dossier, et mon objectif est d'avoir le meilleur résultat. Mais parfois, le résultat peut être une sanction modérée, c'est pas forcément une relaxe, ou pas forcément une nullité. Tout dépend d'où on part. Il y a deux sujets que je voulais aborder avec vous qui sont au cœur des discussions du moment. Il y a d'abord, et on va commencer par ça, le sujet de la justice pénale négociée. On est dans un moment où elle a été très critiquée par une partie des barreaux, une partie des avocats, ce qui a amené à ce que très récemment Gérald Darmanin retire son projet de loi sûre qui avait vocation à élargir le champ de la justice pénale négociée en matière criminelle. Ça, c'est un côté de ce qu'on peut voir. On sait aussi que les entreprises sont plutôt très favorables, elles, à la justice pénale négociée. Donc, je parle des fameuses CJIP. Vous qui êtes un professionnel du droit, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ? Vous avez entièrement raison, Mathilde, sur le fait que les entreprises, les dirigeants d'entreprises et autres, d'ailleurs, voient ça plutôt d'un bon œil. Alors, les entreprises, pourquoi ? Parce qu'il y a un mécanisme qui s'appelle la CJIP, une sorte de plaidé coupable pour les personnes morales, pour faire très simple, mais sans aucun impact sur le casier judiciaire, moyennant une rétribution financière. Et pour les dirigeants d'entreprises, personnes physiques, c'est plutôt la CRPC, le plaidé coupable pour les personnes physiques. Vous avez eu l'occasion, d'ailleurs, sur un dossier, de conclure une CJIP pour l'un de vos clients. Exactement. Moi, mon expérience sur la justice transactionnelle au sens large du terme, c'est qu'en pénal des affaires, elle fonctionne bien. Moi, je suis content d'avoir cette option pour mes clients. Mes clients sont contents de pouvoir bénéficier de cette option. Pourquoi ? Parce que vous avez une maîtrise de la sanction. C'est la première fois où, en tant qu'avocat, vous n'êtes pas soumis à un aléa judiciaire total, puisqu'on vous propose une peine, et si elle ne vous convient pas, vous dites non, et vous allez devant le tribunal correctionnel. Donc moi, cette maîtrise, cette prévisibilité de la sanction, vous réduisez, vous imaginez beaucoup de choses d'incertains pour l'avenir. Quand vous arrivez devant un tribunal correctionnel, je ne sais pas du tout ce que la sanction finale de mon client. Bon, il peut y avoir des impacts professionnels de ces sanctions, il peut y avoir des non-inscriptions au B2 qui ne sont pas retenues, il peut y avoir des choses là. Bon, il y a une maîtrise de la sanction qui est très agréable lorsqu'on est en CRPC, bien sûr, bien sûr. Là, on voit bien l'intérêt que ce type de procédure peut avoir pour une entreprise et éventuellement ses dirigeants. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus, parce que c'est aussi une question qu'on se pose. Ça a ses avantages, mais est-ce que d'un point de vue de la régulation des comportements, ça a un effet, de votre point de vue, meilleur que la justice traditionnelle. Autrement dit, quand on se pose la question de savoir si une procédure est bonne ou mauvaise, il y a le fait que ça se passe bien, que peut-être ça va plus vite, ou peut-être que ça coûte moins cher, peut-être que ça réduit les problèmes de réputation, mais est-ce que ça a la même fonction régulatrice, parce que c'est aussi ça un procès, à votre sens, alors qu'elle se conduit de manière moins publique, plus restreinte ? Une CRPC, ça a les effets d'un jugement de condamnation. C'est exactement les mêmes effets. Donc, on peut mettre un signe égal. Vous n'êtes pas soumis à une audience publique qui, parfois, peut être assez douloureuse pour certaines personnalités. Déjà, on fait l'économie de ça. Après, par ailleurs, la CJIP et la CRPC sont deux mécanismes complètement différents, parce que la CJIP, c'est souvent un processus probatoire qui ne va pas jusqu'à son terme. Vous savez, quand on dit ça rend service aux clients, ça rend aussi beaucoup service à l'autorité de poursuite. Parce que l'autorité de poursuite, elle n'a pas besoin d'avoir 15 ans d'enquête préliminaire et d'instruction pour arriver devant un tribunal correctionnel avec parfois un dossier très peu épais. Donc la CJIP, je pense qu'elle rend autant service à l'autorité de poursuite qu'à nos clientes, parce que c'est nos personnes morales, c'est nos entreprises.
Donc, moi, j'ai peur des effets de certaines CJ. Parce que quand on arrête ce processus probatoire de manière beaucoup trop prématurée, l'autorité de la chose transigée par la CJIP, il est un peu indéterminé d'un point de vue géographique, d'un point de vue des infractions, d'un point de vue des gens qui sont parfois visés. Donc, on n'a pas encore eu de grosses catastrophes par rapport à ça, mais oui, parfois ça me fait peur. Ouais. Les CJIP peuvent vous regarder, elles sont rédigées sur quelques pages. Un jugement dans la même affaire, il va faire 150-200 pages. Forcément qu'il y a des choses qui ont été passées sous silence. Hein. Oui, donc il y a quand même un travail moins grand des autorités de poursuite et des juges ensuite sur ces affaires-là. Il y avait aussi une autre idée au moment de la création de la CJIP, c'était que c'était un one shot. C'était un peu l'idée du début, c'était de se dire, on offre aux entreprises la possibilité de passer par cette justice pénale négociée et ensuite peut-être de mettre en place des solutions de remédiation. Mais par contre, c'est une fois. Est-ce que ça, c'est toujours le cas et est-ce que, à votre avis, ça peut durer dans le temps, cette idée de sanctions aménagées un peu uniques? Vous avez raison. Il y a la circulaire qui a accompagné l'instauration de la CJIP, parlait du recours une seule fois. Le cas d'Airbus, je crois, il faut vérifier, mais fait mentir ce one-shot parce qu'ils ont transigé 2 fois. L'idée, c'était, on vous tape sur les doigts, on n'impacte pas vos casiers judiciaires, mais il ne faut pas recommencer. Après, c'est aussi parfois l'idée du sursis, hein, ça peut être la même idée. Donc il faut regarder aussi dans le temps si les faits étaient antérieurs ou non. Hein. Si on a cette idée-là en tête, si les faits sont antérieurs, pourquoi pas taper 2 fois sur les doigts, hein, c'est pas. Oui. Vous avez raison. Après, j'imagine qu'une personne morale qui va bénéficier 3-4 fois d'une CJIP, si on n'a pas encore rencontré, c'est pas pour rien. Donc il faut aussi bien réfléchir au moment où on opte pour la CJIP. Se dire, est-ce qu'on met bien tout à l'intérieur? Parce que je pourrais peut-être pas venir les revoir l'année prochaine avec autre chose. Donc effectivement, pour nos clients personnes morales, on réfléchit beaucoup à ça aussi. Ouais. Il y a un autre sujet qui fait pas mal parler, mais qui est pour le coup encore plus d'actualité. Ce sont les commissions parlementaires, leur développement et pour certains leur dévoiement. En tout cas, on voit de plus en plus des dirigeants, notamment, je dis ça parce que vous faites beaucoup de pénal des affaires, se retrouver devant des commissions parlementaires avec potentiellement du risque pénal autour, une procédure en cours ou qui pourrait advenir. Et on entend souvent des critiques qui consistent à dire je suis obligé de répondre dans ce cadre-là et mes droits de la défense ne sont pas nécessairement respectés. Est-ce que vous avez réfléchi à ce sujet-là? Est-ce qu'il faut modifier le cadre législatif, en tout cas normatif, des règles du jeu pour préserver les droits de la défense selon vous? Alors, merci de poser cette question parce qu'effectivement, on a réfléchi à l'échelle du barreau de Paris, à l'initiative de Yann Hutschneider, qui est associé chez White & Case, et avec l'aide également indispensable de Julien Jeanneney, qui est professeur agrégé de droit public à Strasbourg. Et on était une dizaine de confrères à réfléchir à cette problématique. En fait, on était plusieurs à avoir vécu ce cas qui consiste à avoir des clients qui vont devant des commissions d'enquête parlementaire et à côté, il y a des procédures pénales en parallèle. Sauf que devant la commission d'enquête parlementaire, ils sont obligés de déférer, ils sont obligés de venir, de comparaître, ils sont obligés de prêter serment, dire la vérité, et ils ne peuvent pas opter pour le droit au silence. Ils sont obligés donc de parler. Quand vous avez une procédure pénale à côté, vous imaginez bien que ça vit très très mal, ces 2 couloirs qui se croisent à chaque fois. Donc on a beaucoup réfléchi, on a fait des recommandations, d'autant plus que depuis 2022, c'est un peu compliqué, mais vous avez des droits de tirage pour les groupes parlementaires avec la multiplication des groupes parlementaires, que ce soit Sénat ou Assemblée nationale, il y a eu une multiplication des commissions d'enquête parlementaire. Oui. Donc, par exemple, entre 2022 et 2024, vous en avez 19 Assemblée nationale, 11 Sénat, vous avez 30 commissions d'enquête parlementaire. Alors qui ont par ailleurs une utilité en elles-mêmes. Qui ont une utilité en elles-mêmes. Après, souvent, là où normalement c'est une matière qui doit toucher l'intérêt public, en fait, on s'aperçoit que c'est plutôt une matière qui touche le public, parce que certains il y a un intérêt médiatique sénateurs, exactement, en mal de reconnaissance médiatique, instrumentalisent un peu ce droit de tirage pour générer des commissions d'enquête parlementaire sur des thèmes qui finalement vont être porteurs politiquement, mais finalement n'éclairent que très peu les choses.
Sur cette base, donc on a travaillé, on a rendu un rapport approuvé à l'unanimité par le Conseil de l'Ordre de Paris, avec des recommandations de réforme, effectivement, des commissions d'enquête parlementaire. Et en quelques mots, vous avez, un exemple des recommandations? Aux États-Unis ou en Italie, dans les mêmes circonstances, ils ont droit à avocat, droit au silence. On les voit, d'ailleurs, on voit leurs avocats. On a vu notamment Mark Zuckerberg qui avait été pas mal... Tout à fait. Pas mal bousculés, et on les voit avec leurs avocats à leur côté. Donc il n'y a pas de raison, si vous voulez, la CEDH depuis 2015 dit que c'est problématique en soi. La Chambre de l'instruction de Paris, en 2024, a demandé à écarter des auditions d'enquête parlementaire dans une procédure pénale, parce que justement les garanties ne sont pas... Et le droit au silence, vous le rattachez à une condition, parce qu'un droit au silence, ça peut aussi, on voit bien, priver de sa substance l'obligation de répondre. Est-ce que vous avez... Non, nous on dit simplement que quand il y a une coexistence avec une procédure pénale, la commission d'enquête parlementaire doit faire pause sur ses travaux. Ils ne peuvent pas mener une instruction en parallèle sans aucun droit. Sursis à statuer, le temps... Exactement. Et donc, il faut attendre l'issue de la procédure pénale pour ces dossiers-là. Comme vous l'avez dit, TikTok, Nestlé, Benalla, j'en passe. Oui, et a priori, ça va continuer dans ce sens-là. Pour terminer cette émission, je vais vous poser des questions courtes. Je vous demanderai, dans la mesure du possible, de répondre de manière relativement courte. Première question, nullité ou relax? Et les deux sont très complémentaires. Relax, pour avoir une autorité de la chose jugée. La chose que vous préférez dans votre métier? L'audience. La plaidoirie, l'audience. Votre film préféré? Will Hunting. Pour terminer, j'avais une question un peu spécifique. Est-ce qu'il y a un cliché que vous trouvez particulièrement faux sur le monde judiciaire en général? Que les magistrats sont des feignants et que les avocats passent leur vie à relaxer des coupables. Donc, ce sont deux clichés. Donc, il y a quand même pas mal de clichés. Et pour terminer l'émission, je voulais savoir ce que je pouvais vous souhaiter. Que ce métier ne me prive pas de mes enfants. Ah bah voilà, je vous souhaite que ce métier ne vous prive pas de vos enfants, et puis je vous souhaite aussi de poursuivre cette carrière qui a commencé sur les chapeaux de roue. Merci beaucoup, Mathilde. Mine de rien. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette émission, je vous remercie beaucoup, je vous remercie Rémi Laurin, et je vous dis à très bientôt.